Les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et les partages aident la chaîne à développer son audience. Pour mettre une pièce dans le chapeau de l'artiste, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee en description. Les habitants d'Arbatskaya affluaient vers leur station depuis les couloirs de correspondance. Les hommes censés assurer la garde au cordon et tenir les civils éloignés pendant le procès avaient rejoint l'empoignade générale. Les dissidents quittaient la station en ordre dispersé. Tout cela, Artyom ne le voyait pas, coincé entre des hommes en noir qu'il ne connaissait pas. Pourtant, il ne cessait de crier à qui voulait bien l'entendre. Le monde existe! Nous ne sommes pas seuls! Le monde a survécu! Vous pouvez quitter le métro! On vous ment! Ne les croyez pas! Puis on le bâillonna de nouveau. Ceux de l'ordre restés fidèles à Melnik se retirèrent dans ses quartiers à Arbatskaya même. Ils installèrent le colonel humilié sur son fauteuil abîmé, à la place qui lui revenait de droit, dans le fameux cabinet où trônait la liste des défunts. Artyom et Ilya Stepanovitch, qu'on avait ajoutés au nombre des insurgés, étaient gardés dans l'antichambre du bureau de Melnik, surveillés par des militaires inconnus. Ceux-ci entraient régulièrement chez le colonel, pour lui demander à quel moment on allait pouvoir disposer des prisonniers. Mais Sviatoslav Konstantinovitch repoussait la décision. Un courant d'air froid hantait le couloir, et, à travers le jour, sous la porte, leur apportait des bribes de conversation, parfois depuis le cabinet du colonel. Dans la station, une foule inquiète s'était massée, et on échangeait des nouvelles sur ce qu'il était advenu de l'ordre, tout en répétant les cris d'Artyom dans un écho déformé. « J'ai bien fait de me rendre en échange d'Anna », se disait le jeune homme. « J'espère qu'elle a pu s'enfuir. » Ilya Stepanovitch, secoué de spasmes, regardait les hommes en noir de ses yeux écarquillés. La pièce sentait l'urine. Le professeur devait être en train d'imaginer comment une balle lui teinterait le front de carmin. Pourtant, il ne geignait pas, mais il marmonnait d'une voix à peine audible. Bien sûr, lui, il a tous les droits. Avec sa fille sans doigt. Est-ce qu'il l'aurait donnée? Non. Il l'a protégée. Il doit lui rendre visite de temps en temps, pour la voir grandir, pour jouer avec elle. Et sa femme aussi est en vie. Elle ne s'est pas pendue avec ses collants. Elle ne se balance pas sous le plafond la langue sortie, une langue toute noire. Un des gardiens portait une montre au poignet droit. En consultant les aiguilles positionnées la tête en bas, Artyom chronométrait l'éternité. Il calculait le temps nécessaire à Omer pour arriver au Reich. Avec lui, il examinait la presse pour en comprendre le fonctionnement, cherchait le papier sec. Puis il dictait le texte au vieillard. Nul besoin de disséminer les tracts dans tout le métro, pour peu qu'on les transportât jusqu'à Police et Tsvetnoï. De là, la propagation se ferait toute seule. Personne n'était au courant du plan, hormis Omer et Lyoka, et tous les hommes de la Hanse qui avaient rejoint l'ordre étaient à Arbatskaya, avec Melnik. Ils tenaient à distance la foule curieuse. Du cabinet, Artyom entendait s'échapper des aboiements. « Compose le numéro de Bessolov, encore une fois. Je dois absolument lui parler, en personne. » Perdu, sorti des rails, il s'efforçait de joindre son maître. En vain.
Cela signifiait que Lyoka avait une chance de trouver Bessolov avant Melnik. Alors, Artyom se mettait à ramer à côté du broker pour gagner le bordel, après avoir déposé Omer à Tchekovskaya. Puis, couvert par les vétérans de l'ordre, il se glissait subrepticement dans la foule lubrique et cernait sans être vu la chambrette de Sacha, pour achever à la place de Lyoka ce qu'il avait échoué à faire à sa précédente tentative. Non. Il prenait Bessolov en otage et conduisait le groupe d'intervention au bunker. « Compose le numéro encore une fois !» L'aiguille des minutes courait à rebours. Elle décomptait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure entière. Le bourdonnement dans la station allait crescendo. Les administrateurs locaux, dépêchés par le gouvernement de police, donnaient de la voix sur un ton hésitant. Mais les badauds n'entendaient pas se disperser. Ils demandaient aux factionnaires du cordon de sécurité ce qui s'était passé et ce que signifiaient les hurlements qui évoquaient des survivants dans d'autres villes sur Terre. « Et la mienne, hein ? Qu'avait-elle ? Une petite queue ? Ça s'opère, ça. Ils auraient même pu le faire sur place. Elle était si mignonne. » Nariné avait proposé, si c'était une fille, qu'on la nomme en l'honneur de ma mère. Marina Ilinitchna Shkourkina. Artyom comprit soudain qu'Ilya Stepanovitch ne parlait pas tout seul, mais qu'il s'adressait à lui, même s'il ne le regardait pas dans les yeux. Il hocha la tête pour acquiescer, sans pouvoir chasser ses propres pensées de la tête. « Mais ferme ta gueule !» siffla leur gardien. « J'ai la tête qui va exploser de t'entendre marmonner. Boucle-la, j'ai dit, ou je te bute. De toute façon, vous allez crever. » Marina Ilinitchna, chuchota le professeur, de manière à n'être entendu que d'Artyom. La petite Marina Ilinitchna. C'est la grand-mère qui aurait été contente. Est-ce que Lyoka serait s'emparer de Bessolov ? Lui faire traverser la moitié du métro prisonnier ? Il n'avait pas été formé à ça, lui. C'était un broker, pas un combattant, et encore moins un assassin. Quand ils avaient occupé le centre radio, il avait réussi à s'en sortir. Mais c'était lui qu'on visait directement. Il n'y avait pas besoin de réfléchir, juste survivre. Non, il y arriverait. Les vétérans l'aideraient. Il aurait le temps de tout leur expliquer. Non. Mais si, c'était pour cela qu'il était le premier apôtre. Il avait traversé toutes les épreuves aux côtés d'Artyom. Nul besoin de le convaincre, rien à lui démontrer. Tout était encore frais dans sa mémoire, dans ses tripes. « J'en ai rien à faire qu'ils ne répondent pas. Appelle !» Et si Bessolov était déjà captif ? Et si on traînait déjà cette ordure vers l'entrée secrète du bunker sur Taganskaya, avec un sac sur la tête ? Si seulement Omer pouvait être dans les temps avec les tracts. Mais même sans eux, lui aussi savait tout. S'il échouait à faire revivre la presse, il pourrait raconter aux gens de vive voix, comme l'autre Omer, le vrai. Dehors, on gratta à la porte. 3 hommes à la mine inquiète entrèrent. Un brahman dans sa robe, un homme de la caste des combattants coiffé d'un haut couvre-chef frappé de l'aigle bicéphale, ainsi qu'un civil. Ils pénétrèrent dans le bureau de Melnik, et, une fois la porte fermée, parlèrent indistinctement. Mais la tension était palpable dans leur voix.
eux aussi réclamaient des réponses. Quelque chose prenait corps dans la station. Cela allait et venait, se précipitait, enflait. Et les 3 émissaires venus rendre visite à Melnik préféraient que rien ne débordât. Le colonel leur répondait sèchement, l'air mauvais. La porte du cabinet s'entr'ouvrit. « Nous allons convoquer une session du conseil de police. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Que chacun fasse valoir ses arguments, puis nous informerons la population des conclusions de cette assemblée. Quant à vous, débrouillez-vous avec vos dissidents. Et si le Reich est vraiment un mensonge, le coupa Ilia. Si Evgeny Petrovitch est un pantin et un traître, si tout est faux, alors pourquoi m'a-t-on demandé d'écrire un livre? Pourquoi m'a-t-on enlevé Marina avec sa petite queue? Pourquoi Nariné s'est-elle pendue avec ses collants? Pourquoi moi? On me dit d'écrire. Mais comment écrire cela? Avec quels mots? On avait bourré la bouche d'Artyom de torchons sales. Aussi ne pouvait-il rien répondre, ni même demander au professeur de se taire. Le trio se dirigea vers la sortie. D'abord le brahman hirsute dont la robe qui bruissait ramassait la poussière, puis l'officier, qui répandait autour de lui une odeur de sueur rance et de vêtements sales. Enfin, le civil anonyme. L'audience était terminée. « Appelle-le encore !» Le trio rétrécit pour se glisser dans l'embrasure de la porte, au bout du couloir, pas plus large qu'une boîte d'allumettes, et faire face à la foule. « La vérité !» gronda-t-on de l'autre côté. Ilya Stepanovitch se releva en poussant sur ses jambes, le dos contre le mur, et se tendit vers le cri, bascula à sa rencontre. Mais l'homme encagoulé le fit se rasseoir d'un coup de poing au plexus solaire. La porte se referma en claquant. Les gens voulaient enfin savoir, et la bouche d'Artyom était obstruée par un chiffon sale. Mais ce n'était plus aussi grave. D'autres pouvaient parler à sa place. Parler et agir. Il avait envoyé des messagers aux 4 coins du monde. Le repos ne semblait plus aussi terrible désormais. Il entendait des bribes de phrases. Le trio s'efforçait de bercer la foule, mais celle-ci hurlait des questions. Le temps n'était plus aux comptines. « Merci, Letiaga, » pensait Artyom. « Dommage que tu sois mort. Étrange que tu sois mort. Tu ne me regarderas plus de ton œil qui louchait. Tu ne raconteras plus de craques. À qui pourrais-je emprunter du sang désormais? Excuse-moi d'avoir douté de toi au tout dernier instant, Letiaga. Mais toi aussi tu doutais de moi, dans ces derniers moments. Tu doutais, mais tu as dit exactement ce qu'il fallait pour me sortir le cou du nœud coulant. Dommage que tu n'entendes pas ces gens, là-bas, dans la station, exiger la vérité. C'est ensemble que nous leur ouvrons les vantaux hermétiques, toi et moi. C'est ensemble que nous les laissons sortir. Et quelque part ailleurs, nos amis conjurés accomplissent leur part. Homer imprime les tracts, et l'apôtre conduit Bessolov, le pistolet sur la tempe, pour ouvrir le bunker. Et Melnik s'agite, s'énerve ici, comme un chien sans maître. De quoi parleront-ils au conseil de police ? Vont-ils chercher un moyen de refermer le couvercle encore plus sûrement? Vont-ils mettre au point un moyen d'écraser les insurgés un par un, pour prévenir la diffusion dans le métro de la rumeur que le monde a survécu? « Appelle! Appelle où tu veux! À Tsvetnoï même !
Ils ne pourront pas éliminer tout le monde. Parle! Est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Demanda Ilya Stepanovitch à Artyom. Est-ce que tout ce que tu as dit à Omer est vrai? Artyom acquiesçait. Que se passait-il dans la tête du professeur? Le propriétaire de la montre, deux yeux mobiles dans un trou noir, consultait de plus en plus souvent son chronographe. À travers les interstices dans la paroi qui séparaient l'antichambre et le cabinet du colonel, filtrait un pressentiment d'inéluctabilité quant à ce qui se jouait à cet instant dans le métro. Anna revint occuper ses pensées. Anna et son amour entêté. Artyom fonctionnait différemment. À peine avait-il perçu les premiers frimas qu'il avait commencé à se refroidir en retour, comme s'il était incapable de rayonner de l'amour, mais seulement de refléter celui d'Anna. En sentant la lumière diffuse de l'intérêt, il la condensait et le renvoyait à l'émettrice pour la réchauffer et recevoir encore plus de chaleur en retour. Mais à peine Anna avait-elle commencé à s'éteindre qu'il n'eut plus rien à lui renvoyer. Ainsi, peu à peu, Artyom s'était-il étiolé jusqu'à perdre foi en leur avenir commun, qui dans son esprit était tombé en poussière. Le cœur d'Anna marchait à l'inverse, à l'envers. On aurait cru qu'elle n'avait plus besoin de lui, de sa surdité malveillante, de son entêtement hostile, de son refus d'abandonner ses rêves stupides conjugués à celui, tranchant, de s'intéresser aux siens. Peut-être avait-elle même été la première à caresser l'idée de quitter Artyom, puisqu'il n'y avait plus entre eux que des cendres. Mais il avait suffi qu'il partît pour qu'elle s'enflammât de plus belle, avec toute la force du désespoir. Cette chaleur intense lui cuisait tant qu'il voulait lever la main pour s'en protéger. Mais il s'en nourrissait malgré tout. Anna avait recommencé à se refléter en lui. Un reflet certes déformé et comique, mais de plus en plus net et puissant. Étrange combustible que l'amour. Il ne répond pas? À l'heure qu'il est, papounet, tu n'as peut-être plus nulle part où appeler. Il s'est écoulé assez de temps. Si l'apôtre a eu de la chance, s'il a accompli sa mission sans faillir, il n'est pas impossible que le bunker soit pris à l'heure qu'il est. Pris et vidé de ses occupants. Les rats grassouillés sont peut-être déjà alignés à Taganskaya, dans leurs costumes ridicules, et ils récitent comme des écoliers à leur enseignant leur dernier cours de géographie. Anzor! L'intéressé entra dans le cabinet, non sans avoir toisé au préalable Artyom et Ilya d'un regard mauvais. Il écouta les aboiements de Sviatoslav Konstantinovitch et le fit sortir du bureau en poussant son fauteuil. « Et eux ?» demanda l'homme à la montre. « Je n'ai pas encore décidé. Après le conseil. » Lâcha Melnik sans se retourner. Il n'avait donc pas réussi à joindre Bessolov. « Mais je les garde ici ?»« Oui. Non. Attends. Emmène-les avec moi. Ils pourront être utiles. Seulement, veillez bien à ce qu'ils se taisent. » On les saisit sous les aisselles pour les remettre debout. Artyom toujours bâillonné. Ilya souillé. On les fit sortir dans la station Arbatskaya, qui brillait de mille feux. Les hommes formèrent une pointe et ouvrirent la foule. Ils traversèrent la salle au pas de charge, sans entendre dans le brouhaha assourdissant ce qu'on leur criait. Le conseil de police se tenait à Arbatskaya.
C'était la raison principale de la présence du bureau de Melnik dans cette station. Ils arrivèrent devant les portes. Les hommes en formation restèrent dehors, et ni Artyom ni Ilya ne furent conviés à l'intérieur. La formation se mua pour protéger les portes de la cohue. Melnik et Anzor entrèrent, puis ce furent le tour de quelques brahmanes retardataires. Enfin, on ferma lui. On dit qu'ils ont reçu des émissions radio. Ouais, et il paraît qu'on n'est pas les seuls survivants. Mais est-ce qu'on sait où sont les autres? Qui est à l'origine de l'information? Quand ils sortiront, on en saura plus. Ils sont en réunion. Mais comment est-ce possible? Depuis combien d'années tout est silencieux? Et soudain, bam! Non, mais c'est l'ordre qui a su. Ils se sont battus pour savoir s'il fallait le révéler ou non. Et ceux-là sur le banc, qui c'est? Qui est celui qui est attaché? Ils ont arrêté des terroristes. Ils vont nous informer bientôt. Artyom ne voyait pas les gens qui chuchotaient. Il n'avait devant lui qu'un mur de dos noir, des lanières de gilets pare-balles, des têtes cagoulées et des bottes bien écartées. Pourtant, il sentait leur présence. L'air crépitait de curiosité. L'oxygène se consumait plus vite. Les murs se rapprochaient. Il y en avait des centaines. Melnik pouvait toujours essayer de leur faire attendre les réponses. Soudain, une clameur s'éleva. Quelqu'un fendait la foule compacte d'un pas sûr et décidé. « Faites place, nous allons au conseil !» La confusion s'empara des hommes du cordon. D'abord, ils se saisirent tous par les épaules. Puis, ils eurent un mouvement d'hésitation et de recul. Était-ce la voix de Timur, l'ami d'Artyom et de Letiaga? Il faisait pourtant partie des dissidents. Il avait reculé en compagnie de Lyoka, d'Omer et d'Ania. Pourquoi était-il ici? Pourquoi était-il revenu? Il était en train de prendre le bunker d'assaut. L'avait-il déjà enlevé? Apportait-il au conseil la tête coupée de Bessolov? Place! Nous sommes conviés au conseil. Le cordon s'ouvrit pour laisser passer Timur, puis Niaz et Luka, tous des vétérans. Timur vit Artyom sur le banc, lui fit un signe de tête, mais n'intervint pas en sa faveur. Il entra. Luka et Niaz restèrent dehors, en faction. De quoi parlait-on là-dedans? Que marchandait-on? Était-ce une tactique pour gagner du temps? Se lançait-on des ultimatums? Implorait-on le pardon? Étudiait-on une tête sur un plateau? Le silence régnait à l'intérieur. Ne les avait-on pas tous empoisonnés? Plaf, plaf! Nous allons au conseil! Qui était-ce cette fois? Cette fois, la foule était moins encline à s'écarter, marquait moins de déférence, renâclait. Artyom se dévissa le cou pour essayer de voir quelque chose. Le cordon ne s'écarta pas aussitôt lui non plus, pour les nouveaux arrivants. Le premier à le franchir fut Bessolov, vivant, pâle, concentré, silencieux. Derrière lui marchait Lyoka, l'apôtre. Alexeï Félixovitch fusilla Artyom d'un regard noir, sans prendre la peine de le saluer. Lyoka, au contraire, lui adressa un signe de tête.
Tous les deux passèrent la porte. L'apôtre avait amené l'otage. Les deux vétérans de l'ordre qui les accompagnaient restèrent eux aussi dehors. Artyom bondit sur ses jambes et hurla ses questions dans le bâillon. On le frappa derrière le genou pour qu'il retombe sur son siège, ce qu'il fit. Luka et Niaz sifflèrent l'homme à l'initiative du fauchage, et chacun porta la main à son holster. On se menaça, puis on laissa redescendre la tension. À cet instant, tout se jouait dans la salle, et non à l'extérieur. L'air commençait à manquer, comme à Komsomolskaya, comme devant les mitrailleuses. La foule avançait, le cordon se resserrait petit à petit, malgré l'interdiction formelle de céder du terrain. Les lustres de bronze, des cercles de 2 mètres de diamètre, qui pesaient sans doute une demi-tonne, semblaient se balancer sur leurs chaînes, comme poussés par le vent, tant la foule nombreuse respirait à l'unisson. Soudain, un bruit inattendu frappa la station. Une toux. Les hommes du cordon épaulèrent leurs armes. La foule se tut. Chacun regarda autour de lui. La toux reprit, retransmise par des dizaines d'enceintes. La station disposait donc de son propre système d'information. Essai micro. 1-1. 1. Une agréable voix profonde résonna dans toute la station. Chers concitoyens, votre attention, s'il vous plaît. Une annonce importante sera faite sous peu. Nous vous demandons de ne pas vous disperser. Dis-nous la vérité! La vérité! Hurla-t-on en réponse au speaker. Mais il se tut après s'être éclairci la voix. C'est quelque chose d'important. Ah, serait-ce possible que... C'est à en devenir dingue! Le temps s'arrêta. Les portes s'ouvrirent à la volée. Un homme d'affaires bedonnant, en costume marron, sortit dans le cercle des hommes en noir. Il portait des lunettes, et son large front filait tel un pont bossu vers l'arrière de son crâne. Un aide de camp vint lui faire la courte échelle, et l'homme ventru monta sur le banc de marbre, juste à côté d'Artyom, pour que la foule le vît. Le président du conseil en personne. Puis Melnik apparut dans l'ouverture, poussé par Anzor, suivi de Timur. Ils se postèrent de part et d'autre du banc. Le président se moucha, s'épongea le front avec le mouchoir morveux et s'en servit ensuite pour essuyer les verres de ses lunettes, avant de les repositionner sur l'arête de son nez. Citoyens, nous sommes ici rassemblés à cause d'un événement bien triste. Au sein de l'honorable ordre qui est appelé à nous protéger, il y a eu, une divergence d'opinion. Nous y reviendrons. Arrête d'atermoyer! Va droit au but! Oui, bien sûr. Le cœur du problème. Eh bien, nous avons établi... Alors bien sûr, c'est parfaitement improbable, mais nous avons des preuves irréfutables, que nous vous montrerons bientôt, soyez-en certains. Alors, voilà. Nous savons avec certitude que Moscou n'est pas la seule ville qui a survécu à la dernière guerre. Nous avons intercepté une communication radio. La foule fut en état de choc. Le silence s'abattit sur la station, rompu seulement par la voix de l'homme en costume marron. Artyom le regardait ébahi, de bas en haut, comme un oracle, comme il avait regardé les Tiagas avant le coup de feu.
comme on regarderait un saint. Nous sommes prêts à vous la faire entendre. Mais quelques mots avant de commencer. À titre personnel, tout comme je l'imagine pour chacun d'entre vous, c'est un choc. Le fait est que cette transmission nous arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Mes chers concitoyens, mes camarades, mes frères, vous comprenez ce que cela signifie ? Cela signifie que l'ennemi qui a anéanti notre pays, qui a conduit dans la tombe 140 millions de nos concitoyens, des parents, des enfants, des épouses, des maris, que cet ennemi est vivant, que la guerre n'est pas finie, qu'aucun d'entre nous ne peut plus se sentir en sécurité. À toute heure du jour ou de la nuit, nous pouvons recevoir un nouveau et ultime coup, si nous dévoilons notre existence. Artyom gémit, mugit, glissa du banc et tomba sur le granit froid. Pendant toutes ces années, nous n'avons dû notre salut qu'au fait que nous vivions dans le métro, que nous étions persuadés que la surface n'était plus propice à la vie, et que nous étions les derniers survivants. Mais maintenant, c'est notre seule chance de continuer à vivre. Je sais, cela paraît effrayant. Nous avons tous du mal à y croire. Mais je vous demande de n'en pas douter. L'ensemble du conseil de police vous le demande. Écoutez vous-même. Voici l'enregistrement qui a été fait aujourd'hui. New York vous parle. Les haut-parleurs se réveillèrent de nouveau dans un éternuement. Une chanson tonna soudain, étrange et étrangère, dans une langue incompréhensible, accompagnée de tambours et de monosyllabes, d'une fanfare et d'un clairon. Une voix masculine récitait sur un rythme saccadé quelque chose qui tenait tant d'un hymne que d'une marche. Un chœur féminin répétait certaines phrases. Il se dégageait de ce morceau une force incontrôlée. On y percevait une provocation et une joie mauvaise, une énergie vitale sauvage. Cette chanson appelait le mouvement, une danse libre et débridée. Pourtant, nul n'était capable d'un geste dans l'immense salle au mur blanc, éclairée par des lustres d'une demi-tonne. Les anneaux de bronze vacillaient comme pendant un tremblement de terre. L'assistance inspirait les coups de tambour et expirait la terreur.
Comme vous le voyez, ou l'entendez vous-même, c'est une musique bestiale, une musique des cavernes. Aussi, alors que nous endurons des privations, ils poursuivent leur vie de débauche. Nous disposons également d'informations fiables qui nous apprennent qu'ils ont sauvegardé leur puissance de frappe nucléaire. Et c'est un ennemi 100 fois plus dangereux. Notre vie ne sera plus comme avant. C'est l'aube d'une nouvelle époque. Et à ce sujet, une annonce va vous être faite. Approchez. Timur, un homme noir aux cheveux grisonnants, élancé et nerveux, s'approcha du président du conseil. Il se pencha vers Artyom et l'aida à se rasseoir. Puis il monta sur le banc. Les vétérans de l'ordre sont outrés par les agissements arbitraires de notre ancien commandant, le colonel Melnik. Un de nos camarades a été tué par ses sbires en lieu et place d'un procès équitable. Nous présentons toutes nos excuses aux citoyens de police pour les désordres qui s'en sont suivis. Nous annonçons notre départ de cette formation, car nous refusons de nous soumettre aux ordres du colonel Melnik. Timur parlait d'une voix éraillée de fumeur, et son débit était haché. C'était le meilleur éclaireur de l'ordre, supérieur, ami et instructeur de l'Etiaga. Que racontait-il? Nous conservons la base de l'ordre à Smolenskaya. Nous procéderons à des élections pour désigner notre nouveau commandant. Néanmoins, compte tenu de la situation, nous estimons inadmissible la poursuite du conflit. Aussi, en tant que formation militaire nouvelle, nous demandons à répondre directement au conseil de police, à qui nous jurons fidélité. Et nous nous obligeons à défendre police contre tous ses ennemis, déclarés et secrets. Il se tourna vers l'homme au costume marron et le salua. Une personne applaudit, puis une deuxième. Puis, comme une averse qui gagne en intensité, la salle s'emplit de claquements, de clapotements, de tambourinements. Bravo! Hurrah! Imbécile! Hurlait Artyom à Timur à travers son bâillon. Anne Batté! Il n'y a pas de police, pas de conseil. Tu ne fais que prêter allégeance à une autre tête. Ne leur fais pas confiance! Timur le regarda et lui adressa un hochement de tête. T'inquiète, Tiom. Nous t'arracherons à leurs griffes. Et nous nous battrons ensemble, côte à côte, contre les Amerlocs. Toi et moi. Je ne suis pas d'accord avec la présentation des faits, dit Melnik d'une voix lourde, dans son fauteuil. Mais je suis prêt à fermer les yeux. Disons que ce sont des dissensions passagères. Quand la patrie est en danger, nous n'avons pas droit aux querelles infantiles. Nous mettrons à plat nos différends lors des négociations. Notre ordre a déjà payé un trop lourd tribut. Et moi aussi, en tant que chef de l'ordre, je fais allégeance au Conseil. Je considère que le temps des rivalités est révolu. Nous n'avons plus le droit de nous détruire les uns les autres. Les rouges, les fascistes, la Hanse. Nous sommes avant tout des Russes. Il faut garder cela à l'esprit. Notre ennemi de toujours nous menace. Peu lui importe ce en quoi nous croyons. Il lui suffirait d'apprendre notre existence pour nous réduire à néant sans distinction. La foule absorbait les informations, les assimilait. Nul ne pipait mot, même dans un souffle. Artyom porta son poids en avant et se mit à genoux. Il vacilla, mais réussit à se mettre debout. Et avant que les gardes, envoûtés par le discours de Melnik, n'aient pu réagir, il prit de l'élan et frappa Melnik à la tempe, le renversant dans son fauteuil. « Tenez-le !» On passa Artyom à tabac
alors qu'il s'efforçait d'atteindre le cou du vieil imbécile pour l'écraser. Il perdit une dent dans la bataille, ainsi que son bâillon. « Tu mens! Vous mentez! Salaud !» La foule compacte était infranchissable. Aussi, les hommes en noir le traînèrent-ils derrière les portes. On aida Melnik à se relever. « Petit merdeux! Résidu de fausse couche! Je vais te réduire en poussière! Connard! Je vous pendrai, toi et ta salope ingrate! Pourriture !»« C'est un saboteur que nous avons arrêté, » expliquait Timur. « Nous avons des raisons de croire qu'il nous espionnait. Sans doute cherchait-il à trahir Moscou. Des investigations sont en cours. » Derrière les portes commençait un long couloir donnant sur un grand nombre d'issues. On abandonna Artyom aussitôt. Sonné, il n'en entendit pas moins ce qui se disait derrière le panneau en bois. « Eh bien, Sviatoslav Konstantinovitch, » déclarait le président du conseil, « votre parole est d'or, celle d'un homme qui connaît la valeur d'une vie. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous propose d'envoyer dès aujourd'hui nos diplomates vers la ligne rouge, la Hanse et les représentants du Reich, pour que tout le monde s'assoie à la table des négociations. Qu'on en finisse avec les divergences qui nous ont rongés pendant toutes ces années. Nous ne sommes pas si différents les uns des autres au fond. Nous devons désormais faire corps, conjuguer nos efforts, et tous ensemble défendre notre métro, notre unique maison commune pour les décennies à venir si nous voulons survivre, notre maison sacrée pour les siècles des siècles. Pas si différent, répétait après lui Ilya d'une voix effarée. Nous ne sommes pas si différents, nous et eux. Avant tout des Russes. Faire corps. Et pourquoi? Dans quel but? Les représentants du Reich. Ma petite narinée. Mais la foule étouffait son soliloque. Écrasée et abasourdie tout d'abord par les révélations, elle commençait à se redresser, à comprendre, à réfléchir à ce qu'on lui avait donné. Les ricains? Pendant tout ce temps? Musiquette, bombance. Ils dansent. Oh, les sauvages. J'en avais toujours eu l'intuition. Leur saloperie de hip-hop de nègres. On bouffe de la merde. Ils veulent nous priver de notre merde. Tout ce qui nous reste. Oh, c'est pas grave. On survivra. Ce n'est pas si grave. Peut-être que rien ne changera. Comme vous le savez, les temps sont durs sans cela, reprit l'homme au costume marron. La maladie des champignons a mis à mal nos réserves. Nous allons devoir nous serrer encore un peu la ceinture. Mais en nous unifiant, nous y arriverons. À notre grand État. À notre peuple. Il devait forcer la voix pour dominer la clameur qui enflait. Les gens avaient enfin réussi à avaler et à digérer la vérité qu'ils voulaient entendre. Artyom, assis contre le mur, brisé, avalait son sang au goût insipide, passait la langue dans le trou de la dent déchaussée. Bessolov apparut soudain dans le couloir. Était-il sorti de la salle des délibérations? Derrière lui marchait Lyoka, l'apôtre. « Tue-le !» lui siffla Artyom. « C'est lui qui les a manipulés. »« Qui est-ce » demanda Alexei Félixovitch sans reconnaître Artyom. « Y a-t-il une autre sortie? Je n'ai pas envie de retraverser la foule. »« Vous avez oublié votre pardessus » lui répondit Lyoka. « Laissez-moi vous aider. »« Lyoka! Lyoka! Mais qu'as-tu fait? Tu devais le... »« Allez, suis-moi » lança Alexei Félixovitch en marchant rapidement dans la direction opposée.
Écoute, Védéfidé, nous n'arriverons à rien comme ça. Si nous le tuons. Il faut fanver le système de l'intérieur, peu à peu. La révolution fait pas notre truc, tu comprends? Expliqua Lyoka à Artyom par-dessus son épaule, sur un ton d'excuse. Il m'a pris à l'effet, comme aide de camp. Veuve peu à peu, de l'intérieur, du bunker. Salopard, siffla Artyom. Tu prends le parti du bunker? Tu te fais acheter avec de la bouffe? C'est pour ça que tu m'as vendu? Que tu nous as vendus? Mais qui nous? S'emporta Lyoka. Il n'y a pas de nous. Personne n'a besoin de ça. Sauve-toi. Tu vas crever fou peu. Alors que moi, je ferai toujours là. Alexei, lui cria Bessolov. Je dois attendre encore longtemps? C'est comme ça que tu commences ton service? En guise d'adieu, Lyoka ne gratifia Artyom ni d'un coup de pied, ni d'un crachat. Il se retourna et courut derrière Bessolov. La porte s'entrebâilla, et la tête de Timour apparut dans l'embrasure. « Tu peux marcher ?»« Je ne veux pas. »« Allez, debout, tant qu'ils font leur beau discours. »« Allez !» Il empoigna le col de la chemise de serveur, redressa Artyom d'une traction sèche, et le laissa s'appuyer sur son épaule. « Je viens avec vous !» chuchota Ilya Stepanovitch sur un ton suppliant. « Prenez-moi avec vous. Je ne veux pas rester avec eux. S'il vous plaît. » « Il y a une autre sortie. Allons par là. Dès que le vieux reprendra ses esprits, tu seras mort. On ne pourra plus te tirer de là. »« On va où ? » ?»« À Borovitskaya. Ania t'y attend. Et de là, à Polianka, et plus loin. Est-ce que tu as quelque part où te cacher ? Chez moi. Est-ce que Ania va bien ? Puisqu'elle t'attend. Où doit-on vous transporter ? À VDNKH. Mais je ne veux pas aller à Polianka. Je dois me rendre à Tchekovskaya, dans le Reich. Pourquoi ? Pourquoi à Tchekovskaya ? Omer est là-bas. Il faut que je le rejoigne. Hey ! Demanda un brahman en passant la tête par la porte de la salle du conseil. Mais où est-ce que vous allez comme ça ? Timour, toi au moins tu comprends. Les observateurs invisibles. Ils nous gardent ici. Ils vous mentent à tous. Ce sont eux qui nous tiennent. Écoute Artyom, ne commence pas, d'accord ? Je veux pas me mêler de politique. Je suis un soldat. Point final. Un officier. Je ne peux pas t'abandonner ici. Mais ne commence pas à m'embrouiller la tête avec tes histoires. Restons amis. D'accord ? Comment faire avec lui ? Comment faire avec eux tous ? Il lui restait une chance de prouver qu'il avait raison, et que les autres mentaient avec leur saloperie de radio. Il devait se rendre à Tchekovskaya, aider à imprimer les tracts, aider à les distribuer. Ils empruntèrent des couloirs étroits, des portes s'ouvraient, des hommes venaient à leur rencontre, étonnés par l'accoutrement d'Artyom et par son état. Ilya Stepanovitch marchait derrière eux, l'air obstiné. La lumière clignotait. Enfin, l'odeur de créosote lui envahit le nez. Une odeur de refuge douillet, de Borovitskaya. Je vais chercher ta douce. Ensuite, à Polianka. Non, pas à Polianka. À Tchekovskaya. Mais tu en discuteras avec elle. Reste ici. Évite de te faire repérer par les nôtres. D'accord ? Promis. Je reste tranquille. Merci, Timour. Artyom s'assit à une table en bois brut et posa ses mains écorchées devant lui. Puis il balaya l'espace des yeux
Il était dans sa station préférée de tout le métro. La brique rouge foncé, l'odeur de créosote, sucrée et fumée, les maisonnettes à l'image de cellules monastiques, les abat-jours en tissu, la musique douce qui s'échappait de quelque part, les gens dans leurs robes saugrenues qui feuilletaient avec précaution des livres fragiles, qui discutaient à voix basse de leur lecture, qui vivaient sans s'inquiéter du monde d'en haut, ni de celui d'en bas, dont ils n'avaient que faire. Où était donc la cellule de Danila, son ami d'un jour et d'une vie, où il avait passé la nuit? Elle était occupée par un autre. Omer? Il se leva en croyant reconnaître une silhouette familière. Omer! Comment pouvait-il être ici? Pourquoi? Par quel miracle n'était-il pas à Tchekovskaya? Artyom quitta le banc et claudiqua dans la direction du vieillard, lequel était occupé à examiner une cellule inoccupée. Un jeune brahmane arborant une moustache stupide, qui n'avait jamais connu le rasoir, discourait de l'endroit, donnait des instructions, lui remettait des clés. Artyom s'était-il trompé? Bien sûr, il n'y a pas la place de mettre une table, mais vous pouvez travailler avec les autres. En revanche, vous avez des étagères pour les livres. La seule restriction est que nous n'acceptons pas les animaux. Il vous faudra vous séparer de votre poule. C'est obligatoire? Je le crains, oui. Eh bien... Omer! Le vieil homme se retourna. Grand-père, que fais-tu ici? Comment es-tu arrivé? Les nôtres t'ont caché? As-tu réussi à faire marcher la presse? Est-ce que le papier n'était pas trop humide? Omer regardait Artyom comme un défunt, avec tristesse et détachement. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as réussi? Montre-moi. Artyom. Est-ce que je peux vous aider? Intervint le brahmane. Où sont les tracts? Est-ce que tu es allé à Tchekovskaya? Est-ce que j'appelle la sécurité? Non, ce n'est pas nécessaire, répondit Omer. Attends, pourquoi n'y es-tu pas allé? Ils ont organisé un grand rassemblement à Arbatskaya, et ils ont recommencé à leur laver le cerveau. Et tout le monde gobe. Ce n'est pas pour moi, Artyom. Quoi? Je ne peux pas m'occuper de ça. De quoi, ça? De la propagande. D'imprimer des tracts. Toutes ces activités révolutionnaires. Je suis trop vieux pour cela. Tu n'as jamais mis les pieds à Tchekovskaya, pas vrai? Non. Pourquoi? Parce que je n'y crois pas. Mais tu crois pas à quoi? Aux brouilleurs? Aux observateurs? Au monde en surface? Ce que nous faisons serait vain? Je ne crois pas que les gens aient besoin de cela. Qu'ils veuillent savoir. Mais c'est la vérité! La vérité! Les gens ont besoin de la vérité! Ne crie pas. Quelle vérité dois-je leur révéler? Toute la vérité! Tout ce que tu as vu! Tout ce que j'ai vu! Tu dois leur parler de la femme à qui on a brisé le crâne à coups de baramine, de ses chiottes à lui. Artyom désigna de la tête Ilya Stepanovitch, plus mort que vivant, qui se traînait à sa suite. De la manière dont on tire dans le dos des siens, des enfants mal formés qu'on endort, des gens qu'on abat d'une balle dans la tête pour avoir bavardé avec leurs voisins, des ouvriers sans protection qu'on envoie construire des éoliennes pour alimenter les brouilleurs, et des chiens qui bouffent leurs cadavres. Mais est-ce bien la vérité? Demanda Omer. Et quoi d'autre? C'est de la noirceur, Artyom.
Penses-tu que les gens ne le savent pas déjà? Ils veulent chasser tout cela de leur tête. Ils ne vont sûrement pas lire des horreurs pareilles. Peut-être devrais-je également écrire sur les cannibales, ou encore sur la manière dont les huiles du parti détournent des orphelins mineurs. Le premier pour la Hanse et le second pour la ligne rouge. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est la vérité, ça aussi. Les gens veulent-ils réellement lire cela? En ont-ils seulement besoin? Il ne faut pas les nourrir de cette merde. Ils ont besoin de héros. Ils ont besoin de mythes. Ils ont besoin de voir la beauté chez les autres, pour rester eux-mêmes humains. Qu'est-ce que je leur raconterai donc? Qu'une poignée de bureaucrates les gouvernent de tout temps? Qu'ils sont cloîtrés pour rien dans le métro? Qu'il n'y a rien à y faire? Ça sent la paranoïa à plein nez, les ténèbres. Alors que c'est de lumière qu'ils ont besoin. Ils la cherchent, même dans la lueur d'une bougie ou dans un simple reflet. Que veux-tu leur dire? Qu'ils sont tous des esclaves, des moins que rien, du bétail? Personne ne t'écoutera. On te pendra, ou on t'écartèlera. Et toi, que veux-tu leur dire à la place de la vérité? Moi? Eh bien, une légende. Celle d'Artyom. Un gars lambda, comme chacun d'eux, qui vivait dans une station excentrée, VDNKH, et dont la maison, comme le reste du métro, courait un grand danger. Ce danger, c'étaient des êtres de cauchemar qui vivaient à la surface et qui voulaient priver l'humanité à genoux de son dernier port d'attache. Je leur raconterai l'histoire de ce garçon qui traverse tout le métro, qui s'endurcit dans les épreuves, et qui, de personne, devient un héros, et sauve l'humanité. Voilà l'histoire qui leur plaira, parce qu'elle leur parle d'eux, de chacun d'entre eux, parce qu'elle est belle et simple. C'est ça que tu t'apprêtes à faire? Mais ce qui se passe en ce moment même, c'est de la politique, Artyom. C'est de la propagande. C'est une lutte pour le pouvoir. Tout cela deviendra très vite obsolète. Tout va changer. Je ne veux pas écrire de pamphlets déjà démodés, à peine rédigés. Et que veux-tu, toi? L'éternité? Oh, l'éternité, c'est prétentieux. Je t'interdis d'écrire à mon sujet. Je te l'interdis, tu comprends? Mais comment donc? Cela ne t'appartient plus désormais. Cela appartient à l'humanité. Je ne veux pas être le héros mièvre de ton foutu bouquin. Les gens le liront. Ils apprendront ton histoire. Je m'en fous que les gens me connaissent ou non. Qu'est-ce que ça vient faire là? Tu es jeune, Artyom. Et qu'est-ce que ça aussi vient faire là? Ne dis pas ça. Pas à moi. Tu es un héros. On parlera de toi. Ton histoire te survivra. Et peut-être que tu auras des enfants. Et moi, qu'est-ce que je deviens, moi? Que vais-je laisser derrière moi? Des tracts anonymes? Du papier chiffonné? Attends. On te donne une chambre ici? Il te donne une chambre ici? On me fournit de bonnes conditions de travail. Des conditions de travail? Tu vas écrire pour eux? Pour Bessolov? À mon sujet? Comment t'ont-ils acheté? Qu'il m'ait acheté ou l'inverse, il y aura un livre. À ton sujet. Un véritable livre avec un tirage honnête. Je ne comprends pas ce que tu trouves à y redire. Artyom! La voix d'Anna. Demande donc à Ilya, reprit Omer. Il te le dira. Comment refuser un vrai livre avec mon nom sur la couverture?
Pas un manuel scolaire, mais un mythe, une légende, pour les siècles des siècles. On nous noie dans la merde. On nous traite comme du bétail, comme des parpaings, pas comme des hommes. Et toi, tu les aides. Soudain, il sentit le souffle d'une explosion intérieure le submerger. Tout se mit en place, et il comprit. La révélation le plia en deux, lui fit perdre la voix. Et ce ne fut plus qu'un sifflement qui s'échappa de sa gorge, alors qu'il remuait silencieusement les lèvres. Putain. Il a raison. Cet enfoiré a raison. Il n'y a ni eux, ni nous. La voilà, l'hydre. Nous sommes l'hydre. Cette aristocratie fusillée il y a plus d'un siècle émane de nous. Qui peut-on en blâmer? Personne. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous nous infligeons. Ceux qui vivent dans le bunker sont issus de nos rangs. Et maintenant, toi, Lyoka, comment vaincre cet hydre? Personne ne tient sérieusement à l'abattre. Chacun ne fait que rêver d'y accoler sa tête, de devenir une de ses têtes, et lui demande de le mordre pour l'emporter, l'absorber en elle. Nul Héraclès parmi nous, mais des têtes, dans une longue file d'attente. De quel gouvernement parle-t-on? Il n'y a pas de gouvernement. Quel imbécile j'ai fait. Tu sais quoi? Écris, grand-père. Fais-toi publier. Je te souhaite une longue vie. Bordel de Dieu. Un fou rire le submergea. Il avait peur de s'effondrer en sanglots. Mais c'est le rire qui s'échappa de sa gorge, comme l'écume des lèvres d'un enragé. Artyom! Il vit Anna et se mit à genoux devant elle. Je te demande pardon. Artyom, que t'arrive-t-il? Tu veux vraiment aller à Tchekovskaya? Demanda Timour. Les fascistes devraient y revenir dans l'heure. Peut-être qu'on ferait mieux de rejoindre Polianka, non? Non. Ouvre les vantaux. Je vais monter à la surface. Quoi? Artyom! Ouvre les vantaux. Ouvre donc. Artyom! Que t'arrive-t-il? Nous allons monter, ma douce Anya. Là-haut. Là-haut.